Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi de démarrer la matinée par quelques remerciements. Très rapide, il y a beaucoup d'organisateurs, beaucoup de partenaires. Merci à tous les organisateurs et les partenaires, spécifiquement à l'Université de Caen pour nous accueillir dans ces très beaux locaux. Et bien évidemment l'association Nine 2050 et merci à Hervé Albou pour le pari que tu as fait ce matin en m'invitant. J'espère que ça va répondre à vos attentes. Et merci à vous d'être présents de façon si matinale, même si la demi-heure de retard est sans doute estimée un peu plus de nous. Je m'appelle Jean-François Lucas, je suis délégué général d'un think tank, un cercle de réflexion qui s'appelle Renaissance Numérique. On est indépendant, c'est-à-dire qu'on est affilié à aucun parti politique, on est affilié à aucune structure, on existe depuis 20 ans. Et depuis 20 ans, on s'intéresse aux transformations numériques de la société, sur des questions de gouvernance, sur des questions économiques, sur des questions sociales, voilà, sur tout un panel de sujets différents. Et notre objectif, c'est de construire une société numérisée qui est à la fois plus juste, plus inclusive, plus démocratique et plus soutenable. La spécificité de Renaissance Numérique, c'est qu'on a une quarantaine de membres adhérents, aussi bien des entreprises, petites, grandes, du public, des académiques, voilà, toute une diversité d'acteurs. Et on est une place de dialogue unique en France pour discuter de tous ces sujets. Alors, je vais vous parler de jumeaux numériques, bien évidemment. Je vais aller très vite sur les définitions. Il y a sans doute beaucoup plus d'experts dans la salle que je le suis sur la question des jumeaux numériques. J'assume de vous donner une définition relativement générique pour qu'on sache juste et que vous compreniez de quoi je veux parler ce matin. Moi, je considère qu'un jumeau numérique, c'est avant tout un modèle numérique qui se base sur un modèle physique. Après, il y a plein de modèles physiques. Ça peut être un bâtiment, ça peut être un avion, ça peut être une ville, etc. Bien évidemment, il y a des données qui transitent et qui sont au cœur même des jumeaux numériques, donc entre le modèle numérique et le modèle physique. Puis voilà, le modèle numérique permet de générer plein de scénarios, des instances différentes, que ce soit 2D, 3D, etc. Il y a différents niveaux de jumeaux numériques. Je ne vais pas rentrer dans ces définitions ce matin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est depuis de nombreuses années la question des représentations des villes. Je m'intéresse aussi bien, je m'intéressais il y a quelques années, spécifiquement à la question des jumeaux numériques dits de ville, des maquettes de villes, etc. Ça peut être aussi bien à l'échelle d'un territoire, d'un département, de la terre entière. Même. Alors, dans ce travail, moi ce qui m'intéresse, c'est la place des citoyens. Je suis sociologue de formation, même si j'ai travaillé depuis de nombreuses années dans des écoles d'ingénieurs. C'est de comprendre comment en fait, les dispositifs techniques permettent ou non une meilleure participation des citoyens dans des projets urbains notamment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce matin, je ne vais pas vous parler de participation citoyenne. Il y a des problématiques et des enjeux spécifiques à la participation des citoyens, en dehors de tout dispositif technique et technologique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment, en fait, les dispositifs techniques, comment les solutions techniques permettent ou non, de par leur ergonomie, de par leur design, de par les fonctionnalités qu'il y a dans ces dispositifs techniques, comment ça permet ou non une meilleure participation des citoyens au sens large du terme. Il y a un mouvement qui... Bon, je dis un mouvement, je ne suis pas sûr du terme. Disons que en regardant un peu l'évolution des jumeaux numériques, je constate qu'il y a de plus en plus, je mets beaucoup de guillemets, je vais faire beaucoup d'hypothèses ce matin, je l'assume, je partage ces hypothèses avec vous, je serai très heureux d'en discuter après. Je fais l'hypothèse qu'il y a de plus en plus de jumeaux numériques qui vont vers du citizen-centric, donc vers la place du citoyen, de l'usager qui va être plus au centre. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il y a différentes manières de concevoir cette place du citoyen dans les jumeaux numériques. Bon, j'ai pris différents projets, j'aurais pu en prendre d'autres. On a en bas à gauche l'exemple de Bologne, qui nous dit en fait en 2026, nous ce qui nous intéresse, ça va être d'avoir une utilisation des citoyens de notre jumeau numérique. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais c'est en ligne de mire, c'est un peu la dernière étape où on me dit ça serait bien que les citoyens s'en servent.
On a voilà, au niveau européen pas mal de choses qui nous disent également qu'il va falloir que les jumeaux numériques puissent permettre une meilleure implication des citoyens. Et puis on a des publications scientifiques qui sortent sur la thématique. Alors j'ai recherché si je trouvais des stats comment dire, de l'émergence de ce terme dans les publications scientifiques. J'ai pas réussi. Donc c'est le signe qu'il n'y en a pas beaucoup non plus, parce que quand il y en a beaucoup, on le voit assez vite. Donc comme je disais, je ne suis pas en mesure de quantifier ce phénomène, c'est juste qu'en regardant les différents projets, on voit ce terme qui apparaît, de mon point de vue, de plus en plus, qui va vers une trajectoire qui, de mon point de vue, va se renforcer. Pourquoi ? Parce que les jumeaux numériques, je ne dis pas que c'est bien. Je ne dis pas que c'est la finalité de les jumeaux numériques, mais il me semble qu'on est dans une trajectoire où les jumeaux numériques ont vocation à agréger toujours plus en plus de données, nombreuses et diversifiées. Donc, potentiellement, on va avoir plus de cas d'usage. On va notamment avoir plus de cas d'usage sur des projets urbains, sur de l'aménagement urbain. Je crois que vous avez eu différentes sessions, ateliers hier, qui présentaient différentes choses, que ce soit sur le cadastre solaire, que ce soit sur la montée des eaux, etc. Je pense qu'on est tout le temps besoin des citoyens, et selon les différentes étapes, ça se discute. Mais le développement des cas d'usage sur des projets notamment urbains va sans doute mobiliser la participation des citoyens, parce qu'on est bien consulté quand on fait des projets urbains, la voix des différents types de citoyens pour savoir si le projet urbain peut être accepté ou pas, notamment. Il me semble aussi qu'il y a une évolution des modèles économiques qui va appeler à ce citizen-centrique. Je discutais avec quelqu'un hier qui me disait que les financements des jumeaux numériques, c'est 30% l'Europe, et le reste, c'est plutôt les collectivités, les régions, etc. Le privé finance très peu les projets de jumeaux numériques, il y a un enjeu là-dessus. Au niveau européen, en fait, on est dans une dynamique, c'est pas lié qu'aux jumeaux numériques, c'est une dynamique globale de la feuille de route 2030, qui est un compass de l'Union européenne, et je ne sais pas si vous suivez tout ce qui est stratégie web 4.0 et les mondes virtuels. Il faut savoir que la Commission européenne a une acception extrêmement large du terme de monde virtuel dans lequel les jumeaux numériques peuvent s'y retrouver. Et dans cette roadmap de la Commission européenne, il y a la place du citoyen à chaque fois qu'il faut renforcer. Et autrement, si vous voulez obtenir un projet européen, un financement européen, c'est bien de mettre une brique participation citoyenne dedans. Il y a aussi la place du marketing territorial, c'est-à-dire que il me semble qu'à un moment il va falloir aussi légitimer les investissements. Le jumeau numérique potentiellement ça coûte très cher. Alors ça peut se légitimer en tant que politique publique, en investissement comme d'autres, mais il y a aussi des territoires qui vont développer un marketing territorial autour de jumeaux numériques, en jouant sur des questions de patrimoine, en diversifiant l'expérience utilisateur. Il y a des projets en Belgique que je suivais où ils vont mettre le jumeau numérique, ça marche plus ou moins bien, ils essayent. Je ne sais pas s'il y a des Belges dans la salle. Des jumeaux numériques dans des cailles. Donc ça ne change pas le support en tant que tel, ça change l'expérience finale. Tout simplement voilà, pour proposer un public plus large l'expérience du jumeau numérique. Et puis, je travaille beaucoup sur cette thématique. Il me semble qu'on est aussi dans une temporalité où le human-centric, ou dire que l'humain est au centre, que le citoyen est au centre, c'est un peu une tendance générale. Moi, je travaille beaucoup sur l'IA en ce moment. On entend l'humain, et je reviendrai sur cette question plus tard sur cet aspect. Il est de bon ton de dire que l'humain est au centre de tous les projets d'IA les uns et les autres mènent, puisque la finalité, c'est d'améliorer le quotidien de chacun, mais surtout l'humanité en général. Je suis d'accord, encore une fois, c'est plutôt un constat qui fait que je pense que cette thématique va se développer. Alors la question que je me pose, c'est est-ce qu'au final, les jumeaux numériques en tant que tels de territoire sont compatibles avec cette approche humaine-centrique? Ma réponse est plutôt non. Alors je pourrais vous en parler de manière détaillée assez longtemps. Je vais le faire très rapidement dans les minutes qui me restent, en trois principaux points, et vous expliquer effectivement pourquoi je pense que l'alignement entre la manière dont sont faits ces dispositifs techniques et la vocation, et la manière dont les citoyens ou les utilisateurs peuvent s'en saisir, il manque ce couplage qu'on appelle nous socio-technique, cet alignement en fait, entre les manières de faire des utilisateurs, les manières dont peuvent se saisir les personnes, les manières dont ces personnes peuvent faire avec un dispositif technique, et la manière dont sont conçus ces dispositifs techniques.
Alors, pour ça, je ne vais pas vous parler du futur, je ne vais pas vous dire ce qu'il faudrait faire, c'est ça et ça, je n'ai pas la recette. J'ai fait pas mal d'anthropologie, je m'intéresse pas mal à l'histoire des sciences et des techniques, c'est-à-dire qu'on regarde dans le passé, en fait, comment sont construits nos dispositifs socio-techniques, comment ils se diffusent dans le temps, comment ils sont appropriés, etc. Alors il me semble, si jamais, pardonnez-moi, si jamais vous n'étiez pas d'accord, vous n'êtes toujours pas d'accord, avec la définition du jumeau numérique que je vous ai donnée, je vous ai proposé assez rapidement au début, il me semble qu'on peut tous être plus ou moins d'accord, et puis y avoir un consensus sur le fait de dire qu'un jumeau numérique, ça n'est pas qu'une maquette numérique de vecteur, ça n'est pas qu'une simulation. Mais à la fois, ces deux dimensions sont consubstantielles du jumeau numérique de territoire. Ça ne se résume pas à ça, mais de mon point de vue, c'est vraiment deux dimensions, deux manières de faire qui ont vraiment structuré le développement des jumeaux numériques. Bien évidemment, aujourd'hui, il y a la donnée. Le jumeau numérique a besoin de données et est défini lui-même par la donnée. Et ces deux dimensions, en fait, quand on regarde l'histoire du développement de ces technologies, elles ont poursuivi, de mon point de vue, un objectif qui était le même, qui était la recherche de réalisme. Lev Manovich, qui est un chercheur américain, qui a beaucoup travaillé sur le développement des logiciels informatiques, je vous conseille un livre qui s'appelle The Language of New Media, qui est sorti il y a de nombreuses années, sur en fait comment le développement d'outils technologiques influe sur la culture. Il a beaucoup travaillé sur les filtres Instagram, etc. Comment ça influe sur la culture de nos sociétés. Lui nous dit en fait le réalisme, c'est deux choses. C'est à la fois la qualité visuelle des composants, donc la manière dont on va les représenter, et à la fois la reproduction des phénomènes. Le réalisme, c'est cette équation. Alors, pour revenir sur ces deux traditions des jumeaux numériques, on a d'un côté la qualité visuelle. La qualité visuelle recherchait toujours l'illusionnisme visuel, c'est-à-dire l'analogie. C'est un peu l'histoire des maquettes numériques, je ne sais pas si vous êtes familier, mais historiquement, voilà, un développement des maquettes numériques. En haut à droite, alors je ne sais plus, je n'ai pas noté, c'est du VRML, je crois que c'est la ville de Tokyo, alors je ne sais plus si c'est 92-96, je me souviens plus pour 92, mais j'en doute. Je suis sûr qu'à l'époque, on était dans ça, on trouvait ça joli. Et d'une certaine manière, on se projetait dans un certain Tokyo. On est bien conscient que c'est pas Tokyo, mais à l'époque, on pouvait trouver ça d'une manière assez réaliste. Je suis assez sûr que les jeux vidéo qu'on fait aujourd'hui, les jumeaux numériques, on les trouve relativement réalistes. Dans 10 ans, on en parle, on saura peut-être que c'était old school, que c'était pixelisé, etc. Donc il y a une évolution, en fait, du réalisme visuel et de la recherche de l'illusionnisme qui ne demande pas forcément toujours plus de données. C'est ça qui est intéressant avec aujourd'hui les capacités de calcul, c'est qu'on va réussir à produire un illusionnisme visuel avec une abstraction de données, parce qu'en fait, on va être en mesure de produire des textures, plein d'environnements urbains sans forcément avoir plus de données, mais sur d'autres techniques. Et puis la simulation, c'est la production de phénomènes, c'est la combinaison de différentes méthodes informatiques qui permettent de modéliser un certain nombre de phénomènes. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces deux trajectoires, de mon point de vue, elles sont développées en parallèle au début, tout simplement parce qu'on n'avait pas la puissance de calcul pour pouvoir faire à la fois du réalisme visuel et de la simulation, puis surtout c'était deux mondes différents. C'était deux mondes différents du point de vue de la culture, du point de vue des métiers, mais aussi vraiment des composants informatiques. C'est-à-dire qu'on n'avait pas des composants informatiques qui nous permettaient de faire du graphisme et du calcul informatique en tant que simulation. Donc c'est deux mondes qui sont créés, enfin qui sont développés de manière différente, puis peu à peu, notamment par l'augmentation de la puissance de calcul et l'évolution même des processeurs, on a réussi à faire les deux. Donc il y a eu cette conjonction entre le monde de la simulation, le monde de l'illusionnisme visuel, qui s'est retrouvé, et du coup qui a commencé à participer à l'émergence des jumeaux numériques avec les data driven models. Alors ça veut dire quoi? Ça c'est un article que j'ai publié il y a 2 ans. Je me suis pendant plus de 10 ans à peu près intéressé aux représentations des villes dans le monde virtuel. J'ai beaucoup travaillé dans des mondes comme Second Life, comme Minecraft, qui sont des mondes où les gens construisent en fait des villes, et je m'intéressais à la manière dont ils construisent des villes et pourquoi ils le font. Je vous présente, et c'est vraiment pas exhaustif, je vous présente 3 types de villes. La ville analogue,
C'est la ville qu'on va essayer de représenter de manière la plus fidèle possible. C'est le miroir, c'est la réplique, c'est le double. La ville condensée, c'est la ville du jeu vidéo. Quand vous faites un jeu vidéo, si vous voulez, par exemple, vous prenez Los Angeles, et vous dites, je vais faire un jeu vidéo dans Los Angeles. Bah, pour les joueurs, vous n'avez aucun intérêt à reproduire le Los Angeles tel qu'il existe, entre guillemets. Vous allez prendre des bouts de Los Angeles et vous allez les condenser. Parce que se taper 4 heures de bouchon dans un jeu vidéo, c'est pas le plus fun. Donc en fait, vous allez reproduire des zones et vous allez vraiment condenser ces zones. Le but de la ville condensée, c'est de donner l'impression au joueur qu'il est dans la ville que vous lui présentez, mais vous n'avez pas besoin de tout représenter. Et la ville distillée, alors c'est encore autre chose. Alors moi, je m'intéressais aux gens, par exemple, dans Second Life, qui disaient, bah, nous, on reproduit Paris, puis ils avaient un bout de terre, boum, la Tour Eiffel, et pour nous, c'est Paris. Je veux dire, bon, c'est quand même assez limite de représentation de Paris. Ah, mais c'est pas grave, parce que ça marche. Parce qu'il y a un élément, qui est la Tour Eiffel, qui, du point de vue de l'utilisateur, du point de vue de l'expérience qui est recherchée, il suffit à dire c'est Paris. Et on se projette dedans. Et après, les gens faisaient plein de choses dans ces environnements. Donc on a 3 types de villes qui sont construites sur des traditions différentes. Les traditions, il y a la simulation de l'illusionnisme visuel de data-driven. La ville condensée, elle ne mise pas du tout sur la simulation. Le but d'un jeu, c'est pas forcément... Il y a certains jeux qui sont des simulations, mais dans certains cas, le but, c'est pas forcément d'avoir une simulation fidèle des phénomènes. Quand vous êtes toujours dans votre ville à Los Angeles, que vous devez aller en voiture, si vous prenez un mur, pour le joueur, c'est bien de pouvoir continuer, par exemple, et pas forcément de redémarrer le jeu parce qu'il a cassé sa voiture, etc. Donc on ne cherche pas forcément la simulation. Et la ville distillée, on est voilà, dans un autre rapport plutôt de construction, où on va reproduire certains éléments, mais qui suffisent à l'expérience en tant que telle. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est comment en fait ces mondes s'adressent à des figures types. Je dis bien figures types, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ça se mélange un peu. Il faut bien comprendre que là, je présente simplement en fait, une lecture par tradition, une lecture extrêmement figée, et qu'aujourd'hui, on a des solutions qui empruntent à chaque tradition, qui empruntent à des modes d'expérience différents. Sauf que la manière de produire ces villes, la manière dont ces villes héritent des traditions, vont proposer des perceptions et des modes d'expérience de ces mondes différents. Quand on fait un jumeau numérique, on a une perception de la ville qui va être très fonctionnelle. On va réfléchir en couches, on va réfléchir en données, on va réfléchir en flux, en tableau de bord. Et c'est très bien, c'est pour ça que c'est fait. Le but d'un jeu vidéo, d'une ville condensée, c'est de proposer quelque chose de fonctionnel, d'expérientiel, qui va être ludique, qui va être fun, etc. Et puis dans la ville distillée, en fait, moi j'observais beaucoup de gens qui se réunissaient. Je veux dire, qu'est-ce que les gens font dans Minecraft, dans Second Life, une fois qu'ils ont produit la ville. Vous en pensez ce que vous voulez, mais il y a des gens qui se réunissaient pour discuter, pour jouer de la guitare, pour faire des événements, pour écouter de la musique, tout ce que vous voulez. Donc il se passe des choses. Je reviendrai un peu par la suite sur les deux dernières lignes, mais on est dans un régime expérientiel de l'utilisateur qui va être totalement différent du point de vue de ces traditions. Alors j'aurais pu m'arrêter là, en vous disant en fait, ou en continuant sur le design, sur l'ergonomie, sur la manière dont sont faits techniquement les jumeaux numériques. Malheureusement, c'est oublier une dimension des jumeaux numériques, qui est la double identité de tout objet technique. Tout objet technique, je ne dis pas technologique, a une double identité, à la fois fonctionnelle, faire des choses, je vais vous en présenter quelques aspects, et fictionnelle. À gauche, un livre assez majeur, Claude Lévi-Strauss, anthropologue, mort en 2009, qui s'intéressait en fait aux masques dans des populations indiennes dans le Pacifique Nord. Qu'est-ce qu'il montre? Un masque, ça a une fonctionnalité, c'était de se cacher. Je mets mon masque, vous ne me voyez plus. Mais quand il va étudier les populations dans le Nord-Pacifique, c'est pas simplement pour ça qu'il est là, c'est pour montrer les fonctions sociales et religieuses des masques. Il y a beaucoup de masques qui ont des fonctions différentes, des fictions différentes. Quand vous êtes chaman, quand vous êtes chef de tribu, quand vous êtes un homme, quand vous êtes une femme, vous ne mettez pas les mêmes masques. Et vous racontez surtout pas la même histoire quand vous mettez un masque. C'est valable pour tous les objets. On pourrait faire un jeu, je le fais avec des étudiantes et étudiants, pour bien comprendre en fait, ce que je vous raconte, c'est consubstantiel à tous les objets qui nous entourent. Si vous prenez l'objet devant vous, que ce soit la chaise, la télé, etc., vous allez vous dire, ok, il y a telle fonction, et je réfléchis 2 secondes à des histoires, à des fictions qui entourent cet objet. Il y en a plein, il y a les séries, les jeux vidéo, les livres, etc.
Un couteau, MacGyver, à la fois, ceux qui ne connaissent pas MacGyver, je suis désolé, je vais spoiler, mais il sauve le monde avec son couteau suisse. Et pour ceux qui ne connaissent pas Dexter, je vais aussi spoiler, il tue pas mal de gens. Le propre de l'imaginaire et des fictions, c'est d'être ambivalent, toujours. C'est le bien et c'est le mal. Et en fait, il faut vraiment prendre conscience que cela accompagne, les fictions accompagnent tous les objets techniques. Alors, moi je m'intéresse à différents imaginaires, je vais aller assez vite parce que je suis en retard. On peut analyser les imaginaires, ce que moi j'appelle des représentations sociales partagées, dans différentes temporalités. Moi ce qui m'intéresse, et particulièrement aujourd'hui, c'est les imaginaires dans le temps long, c'est les mythes. Alors les mythes, c'est pas simplement la fiction, c'est aussi des choses qui structurent nos sociétés, d'accord? Donc c'est des récits, je vous laisse lire, c'est des récits qui traversent les siècles et qui permettent d'expliquer, en fait, qui ne sont pas situés dans le temps, et qui permettent d'expliquer, en fait, des phénomènes psychologiques, métaphysiques, etc. Aujourd'hui, on est peut-être en mesure d'expliquer, mais à l'époque, en fait, ils permettaient d'expliquer des phénomènes qu'on ne comprenait pas, en proposant donc des histoires. Est-ce que vous connaissez ces deux images? Image à gauche. Personne pose. Narcisse. L'image à droite. Pygmalion. Narcisse, très rapidement, c'est un homme extrêmement beau dans la mythologie grecque, très orgueilleux. Il a extrêmement de demandes d'hommes, de femmes, il refuse tout. Il refuse toutes les conquêtes amoureuses, et puis un jour il se voit dans l'eau. Il ne réalise pas que c'est lui qui tombe amoureux. Il est tellement triste de ne pas pouvoir vivre cette relation qu'il en meurt. Pour l'histoire, le jour où son corps est retrouvé, il y a des fleurs blanches qui ont poussé, ce sont les narcisses. Pygmalion, c'est un sculpteur chypriote qui crée une statue de la femme idéale. Cette femme est tellement idéale qu'il en tombe amoureux. Il lui parle, il l'embrasse. La déesse Aphrodite voit ça, elle est émue, elle dit mais je vais donner vie à la statue. Elle donne vie à la statue, qui devient Galète. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on peut avoir une lecture des mythes sur l'amour, sur les dangers du narcissisme, etc., etc. Il y a une autre lecture qui demande un peu plus de temps quand on lit ces mythes et qu'on les rapproche aux objets techniques, c'est la confusion entre le réel et l'imaginaire. C'est la confusion entre le modèle de référence et le modèle généré. C'est la confusion entre l'effacement plutôt, du sensible et de l'intelligible. Ces discours, ces mythes, on les retrouve aujourd'hui dans les discours. Le jumeau numérique, c'est le double, c'est le miroir, c'est la réplique. Je ne dis pas que c'est mal de les retrouver. Je vous montre juste comment, en fait, structurellement, des choses qui sont au cœur de nos sociétés, de la structuration de nos sociétés, se retrouvent dans les discours qui accompagnent le développement des jumeaux numériques et comment ça forge ces objets. Un autre mythe que vous connaissez peut-être, le mythe de Babel. Le mythe de Babel, en fait, il a une double compréhension. Qu'est-ce qu'il raconte le mythe de Babel? C'est après le déluge, les hommes se retrouvent, à cette époque ils parlent une seule langue, ils se disent en fait on va construire une tour si haute qui va nous permettre d'accéder aux cieux directement. Babel ça vient du grec, Babylon qui veut dire en fait porte du Dieu ou porte du ciel. Dieu voit ça et se dit c'est anormal que les hommes veulent rejoindre le ciel directement. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il brouille les langues. Les hommes ne se comprennent plus, le projet s'arrête, ils se dispersent sur la terre. Ça permet d'expliquer en fait l'émergence des différentes langues dans notre société. Pourquoi il y a une double interprétation de ce mythe? C'est parce qu'en hébreu, Babel vient du verbe balal, qui veut dire en fait confondre, mélanger, brouiller. Alors il y a aussi une autre interprétation qui veut dire en fait pétrir, mélanger la nourriture, mais ça veut aussi dire, en fait, quand vous lisez, si vous faites la Genèse, c'est bien dans le sens de brouiller, mélanger les langues que c'est expliqué. Pour moi, ce mythe, il est extrêmement structurant, pas seulement des jumeaux numériques, mais vraiment au cœur même du développement d'Internet, avec le fait de dire Internet, le web, on va réunir, on va collaborer, on va tous créer ensemble. Et puis, je passe très vite, mais il était aussi très structurant, et pour moi, c'est une filiation extrêmement importante qu'il y a entre les projets dits de Smart City, territoire intelligent et jumeaux numériques, avec cet idéal, et je ramène vraiment vers un livre d'Antoine Picon de 2013, un tout petit livre extrêmement percutant sur ces questions d'imaginaire et en fait de structuration de la Smart City.
avec l'idéal du panneau du panneau de commande. C'est un euphémisme du centre de contrôle qui en fait se développe depuis les années 60. Et si vous lisez les discours qui accompagnent en fait le développement de la Smart City des centres de contrôle depuis les années 60, on trouve toujours les mêmes éléments de langage sur le fait d'avoir l'interopérabilité, de collaborer, le fait de parler une langue commune, le fait de casser les silos, etc. Alors pourquoi du coup je vous parle de ça? Parce que je pense que ces mythes en fait participent à renforcer la ville analogue. Donc le jumeau numérique, et c'est très bien, parce que c'est ce que propose sans doute le jumeau numérique. Mais dès qu'en fait on propose une expérience au citoyen, à l'humain, c'est pas des mythes de référence, c'est pas des éléments de discours qui vont en fait permettre de se décentrer sur les autres modèles de vie. Alors le dernier point, c'est de penser la pluralité des expériences et des individus. Moi je suis sociologue, j'aurais pu vous bassiner ce matin avec la manière d'appréhender les différentes figures dans l'individu, etc., etc. Je vais faire plus vite. Alors je ne connaissais pas d'ailleurs j'aurais même pu le lire, e-City. Je l'ai découvert en préparant cette conférence, je ne sais pas s'il y a des gens de jumeaux numériques dans la salle. En fait, pourquoi j'ai mis cette image? Parce qu'en haut, on nous dit que c'est une plateforme centrée sur l'humain. Et juste après, on nous dit que c'est une plateforme centrée sur le citoyen. Alors moi, le citoyen, dans le langage courant, je ne sais pas ce que c'est, ça a évolué, il y a eu beaucoup d'évolution du terme de citoyen. Aujourd'hui, ça signifie plus ou moins quelqu'un qui habite la cité, la ville. Et c'est aussi quelqu'un qui vit dans un état de droit, qui a des droits, et qui peut en fait en jouir du fait qu'il est dans cette état. Un humain, je sais aussi à peu près ce que ça veut dire, on est tous sur le genre humain, on est tous des humains. Comme je disais, je travaille beaucoup sur la question de l'IA. Quand on dit humain au centre, j'ai beaucoup plus de mal à comprendre de quoi on parle. Je ne sais pas si on parle de l'humain français pour lequel on développe une stratégie d'IA, ou si on parle des millions de travailleurs du clic en Asie et en Afrique qu'on exploite, tout simplement pour mieux classifier nos données, pour que mon prompt il aille un centième de millième de bit, parce que les données sont mieux classifiées. Je vous laisse méditer là-dessus. Simplement posez-vous la question, quand on vous demande, quand on vous propose une approche centrée sur le citoyen ou sur l'humain, de qui on parle et qui on vise. Très rapidement, plutôt que vous présenter une typologie des citoyens, comme je le disais, moi ce qui m'intéresse, c'est comment on permet aux gens d'agir avec un dispositif technique. J'ai travaillé, moi, j'ai fait une thèse de sociaux sur la manière dont les gens sont immergés dans un monde, c'est-à-dire quand ils sont pris dans un monde numérique. J'ai fait l'hypothèse qu'ils puissent sans y être, parce que le corps n'y est pas, mais ils sont projetés, qu'ils puissent y habiter. Je ne dis pas qu'ils y habitent, je dis qu'ils peuvent avoir des expériences qui se rapprochent de ce qu'est habiter. Et donc j'ai fait des figures avec des gens qui habitent de manière opportuniste, des gens qui habitent de manière bridée, aménageurs, bâtisseurs. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a sur la gauche, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on donne aux gens pour qu'ils puissent avoir cette expérience. Les prises, c'est ce qu'on va lui donner pour qu'ils puissent agir. Sur le contenant, c'est-à-dire sur ce qui enveloppe, par exemple une maison, ou sur l'intérieur. Le jumeau numérique, est-ce qu'on donne la possibilité aux gens d'agir sur les briques de jumeaux numériques, d'agir sur les bâtiments, d'agir sur les couches de données, sur quoi on lui permet d'agir. L'autre, c'est les types de traces. Qu'est-ce qu'on permet aux gens de laisser? Dans Minecraft et Second Life, les gens ont une expérience dans le temps, parce qu'en fait, ils construisent des choses, ils reviennent. Et c'est une trace qu'ils laissent au travers de leurs objets, au travers de ce qu'on appelle leur possessif, que ce soit leur avatar, etc. Et puis l'ancrage. Quel ancrage spatial? Est-ce que c'est corporel? Est-ce que c'est pas corporel? Est-ce que c'est géographique ou pas? Tout ça pour vous dire qu'en fait, voilà, au-delà des types de personnes, si demain, vous, décideurs dans la salle, on vous dit, je vous propose un jumeau numérique centré sur l'humain, de qui on parle? Vraiment. Et ensuite, qu'est-ce que le jumeau numérique que vous êtes en train de me vendre, me proposer ou qu'on veut développer, il propose réellement en termes de fonctionnalité, en termes de récit, pour permettre à ces gens d'être impliqués et de s'impliquer dedans. Les 3 points. Considérer les traditions, ne pas oublier ces traditions relatives aux jumeaux numériques. Certes, ça évolue, mais c'est structurant. Ces traditions, elles sont là, et elles vont continuer de structurer le développement des jumeaux numériques de territoire.
Si vous voulez continuer de faire des jumeaux numériques de territoire sans citoyen, c'est très bien. Si ça répond à vos objectifs, si ça répond au cas d'usage que vous avez, si ça répond à la connaissance que vous voulez produire. Je ne suis pas un défenseur de tout. Enfin voilà, s'il n'y a pas besoin de faire de jumeaux numériques, arrêtons d'en faire. Ça coûte cher, c'est très bien. Mais si on veut en faire, essayons de le faire bien et posons-nous cette question des traditions. Faire évoluer les discours. Arrêtons de répéter que le jumeau c'est le miroir. C'est très bien pour le marketing. La réplique, c'est pas que ça, c'est surtout pas ça. Et donc, il va falloir créer des récits qui vont permettre d'emmener les gens et surtout de créer potentiellement, d'extraire de ces jumeaux numériques peut-être des parties pour en faire des allusions aux jumeaux numériques ou des parties seulement de jumeaux numériques. Et puis mon dernier point, voilà, vous l'avez compris, pensez à la pluralité des expériences que vous voulez proposer. On est tous différents, on a tous des souhaits différents, des besoins différents dans les expériences qu'on souhaite vivre ou qu'on souhaite avoir avec les jumeaux numériques. Et puis le dernier point, il n'est pas mis d'arrêter de parler de l'humain au centre, parce que ça veut pas dire grand-chose. Merci beaucoup. Merci Jean-François. C'était pas prévu initialement, mais s'il y a une ou deux questions dans la salle, pas plus, réaction, c'est possible. Oui, bonjour, Emmanuel Caillebotte de la Réelle Normandie. En fait, il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est votre définition de la connaissance. Vous la reliez à la collaboration. Et pour ma part, c'est plus un consensus social. Je suis désolé, j'entends pas. Pardon. Oui, vous parlez de la connaissance comme un, comment dirais-je, le résultat d'un processus de collaboration, et moi je pense que c'est un processus de construction de consensus. En tout cas, d'un point de vue de ce que c'est que la connaissance et même la notion de science. Et en fait, fondamentalement, que le jumeau numérique soit un instrument de communication, qu'il ait une démarche, on va dire, un peu commerciale, avec le retour client de satisfaction pour qu'il y ait une inclusion, ou l'illusion d'une inclusion, c'est une chose. Pour moi, l'avantage du jumeau numérique, parce qu'à un moment donné, dans votre intervention, dans le titre, il y a démocratie, et ça renvoie à ce que disait la personne du Québec hier, qui, dans la construction de son jumeau numérique, disons, avait, comment dirais-je, la rigueur de n'y mettre que des données objectivées, factuelles, et laisser aux modélisateurs, aux sociologues. Alors, je rappelle que le jumeau numérique, là, qui est assez rigolo, l'algorithmique et la sociologie partagent un mot, pattern. Et donc il y a beaucoup de modélisation, beaucoup de choses, et c'est un terrain de jeu, je pense, formidable, pour comprendre les politiques publiques, plein de choses comme ça. Mais pour la démocratie, je pense qu'un des enjeux majeurs, c'est de bien comprendre ce qu'on met dans le jumeau numérique, la donnée, et je pense que le principal avantage de ça, c'est la vérification de la cohérence, pour embarquer les gens dans la compréhension des choses complexes. Et donc, la vraie utilité démocratique de ça, c'est l'objectivation et la compréhension des interactions collectives. Voilà, c'est mon sentiment. Après, le reste, il y a beaucoup de choses. Oui, sur la connaissance, je fais extrêmement vite et oui, je vous rejoins, mais on pourrait compléter. Oui, non, pas grand-chose à ajouter. Effectivement, je prenais vraiment l'angle de cette collaboration qui participe et qui n'est pas réductrice de la production de connaissances. Après, je vous rejoins sur la question des données objectives, même si j'aurais beaucoup aussi à dire sur l'objectivation d'une donnée, discutable sur de nombreux aspects. Donc oui, on est aussi dans ce moment où il faut des données dites objectives qui permettent cette collaboration avec une question de confiance du coup autour de ces données et qui permettent ça. Donc je vous rejoins assez, je vais aller très vite sur de nombreux points. Oui. Maintenant, mon point était vraiment plus de dire que, je pense que vous l'avez compris, qu'effectivement dans cette tendance, et peut-être que je me trompe sur cette tendance au développement d'un citizen-centric, on a des façons d'améliorer les propositions qui sont faites dans les jeux numériques sous d'autres aspects que simplement justement la question de la participation et de la confiance. Mais vu que vous discutez, je ne sais pas si ma réponse vous satisfait ou pas.
ce sera l'occasion de continuer à la pause à discuter aussi en tant que tel. Deuxième et dernière question. Bonjour, Christian Giraud de Mind 2050. Au sein de Mind, je m'occupe d'un groupe de travail sur la maîtrise d'usage. Donc évidemment, ce que vous nous avez présenté nous interpelle. Il y a un certain nombre il y a tout un point de vue sur l'utilisation des jumeaux numériques que vous n'avez pas abordé, et j'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Dans la maîtrise d'usage, bien sûr, il y a une difficulté qui est d'identifier ces usages, et puis aussi de converger vers des consensus entre tous ces usages qui sont très souvent antinomiques et qui nécessitent à la fin, in fine, pour construire un projet, il faut arriver à aligner tous ces usages. Donc est-ce que les jumeaux numériques, selon vous, pourraient être un moyen d'aider à construire ces consensus? Peut-être que ça rejoint la question de monsieur avant sur effectivement la production d'une connaissance commune objectivée à partir de certaines données qui permettent d'avoir le consensus. Après, ce que je vous disais, pour moi, ça, on est plus sur des questions fondamentales de participation citoyenne qui dépassent le jumeau numérique lui-même, qui sont extrêmement complexes. On revient sur beaucoup de choses sur la participation citoyenne. J'ai accompagné certains territoires qui sont présents ici pendant une dizaine d'années sur les stratégies de développement des outils de participation citoyenne. Oui, je pense que ça peut le faire. C'est un peu justement ce que j'ai essayé de dire très rapidement, mais ça nécessite du coup une approche différente, que ce soit du coup dans les récits ou dans les manière de saisir aujourd'hui des outils numériques. Après, on rejoint la question de production de connaissances et d'un consensus. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Mais dans certains cas d'usage, certainement. Après c'est aussi la diversification et la diversité des jumeaux numériques qui est compliquée. Moi, je vous ai donné une définition très générique. Je suis presque sûr que la moitié de la salle aurait ajouté quelque chose à cette définition, et tant mieux, parce que là, on est aussi dans ce moment de formalisation de ces outils dans toute leur diversité, c'est très bien comme ça. J'ai toujours du mal à répondre sur des généralités de cas d'usage. Je suis désolé pour cette réponse en demi-teinte, mais oui, dans certains cas. Merci beaucoup. Merci. On pourrait continuer les échanges pendant encore un moment, mais bon. Eh bien, merci.